3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nadège Dufossé est à nos côtés, la responsable de la gestion multi-active de Candriam. Bonsoir Nadège. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Merci à Édouard Ford d'être également avec nous ce soir. Bonsoir Édouard. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le responsable de la gestion crédit de Swiss Life Asset Management et Damien Charlet nous accompagne également, le directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion. Bonsoir et bienvenue Damien. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là tous les trois. On va parler de l'IA bien sûr. Intéressant quand même l'affaire Meta, si je puis dire. Damien, on en discutait avant de prendre la parole. Pauline nous donne l'information. Donc le marché salue, j'allais dire, le mouvement de Meta qui va donc mettre à disposition sa puissance de calcul inutilisée à travers les data centers que Meta fabrique aujourd'hui et va donc louer à travers des services de cloud computing cette puissance de calcul inutilisée à d'autres entreprises. Le marché apprécie l'idée que Meta trouve une source de monétisation dans un contexte où justement les grands investissements de ces hyperscalers devenaient des sujets d'inquiétude pour le marché. La nouvelle semble assez importante, en tout cas suffisamment pour faire rebondir le titre de 10% là. Ouais, alors quand on en a parlé tout à l'heure, on se posait la même question, c'est dans ce que vous avez dit, le terme important c'est capacité inutilisée. Ouais. Pourquoi y a-t-il de la capacité excédentaire? Ça, le marché n'a pas l'air de se poser la question. Il apprécie effectivement parce que c'est des revenus supplémentaires. Maintenant, je pense que la thématique générale, et c'est ce qu'on voit, je trouve, dans la volatilité qu'il peut y avoir actuellement sur le segment de toutes les valeurs fournissent, enfin tous les fournisseurs d'infrastructures pour les data centers, c'est essentiellement les semi-conducteurs. Il y a beaucoup de volatilité, ça a du mal à monter, ça commence même à baisser dans certains cas. Et je pense que beaucoup d'investisseurs se posent la même question, c'est-à-dire on est à des niveaux d'investissement qui sont des niveaux extrêmement élevés si on se réfère à l'histoire de toutes les révolutions industrielles ou technologiques de ces 100 dernières années. Si on est à 3% du PIB en investissement, c'est beaucoup. La deuxième chose, c'est l'année prochaine, les entreprises qui donnent qui sont les donneurs d'ordre, ouais. Donc les hyperscalers, les Google, les Amazon et compagnie, ils n'autofinanceront plus ces investissements. Non. Donc, le cash flow sera réduit à zéro, quoi. C'est-à-dire que le cash flow sera réduit à zéro, voire il sera négatif. Donc on a déjà commencé à voir certains acteurs lever de l'argent, que ce soit par de la dette ou du capital, mais l'année prochaine, ça risque de s'aggraver. Tout est relatif parce qu'on n'est pas non plus en train de parler de déficit à la Oracle, mais en tout cas, c'est des cash flows qui passeront négatifs. Ce qui est quand même un sacré changement de statut pour ces entreprises. Même si la cause est juste, si la cause IA se justifie. On parle de boîtes qui ont été cash-riches pendant plus d'un cycle, quand même. Alors, qui sont encore pour la plupart très, très cash-riches. Hein, ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet. Mais en revanche, le sujet derrière qui était apparu il y a quelques mois, qui avait un peu disparu, qui revient depuis 2-3 semaines, c'est le sujet de la rentabilité. Ouais. Et en fait, il revient parce que on commence à avoir des entreprises qui vous disent les tokens coûtent trop cher, c'est-à-dire en fait la rémunération potentielle de ces hyperscalers finalement apparaît comme étant potentiellement trop cher. Donc, est-ce que les entreprises qui investissent aujourd'hui dans la construction de data centers, elles vont avoir une rentabilité, alors évidemment, qui sera inférieure à la rentabilité historique, hein, parce que les Google et autres, ils ont des niveaux de marge qui sont supérieurs à 30%. Donc, pour atteindre ces niveaux de marge avec les investissements qui passent actuellement, il faudra des chiffres d'affaires absolument colossaux. Donc, on sait que ça n'arrivera pas. Et du coup, le sujet derrière, c'est soit les hyperscalers acceptent de dégrader leur rentabilité, soit ils réduisent leurs investissements. Ouais. Alors, s'ils réduisent leurs investissements, évidemment, ça va créer un peu de désordre chez les fabricants de semi-conducteurs qui ont bénéficié de hausses de prix absolument monumentales. Qui ont vu leur cash flow exploser. Plus les cash flows des hyperscalers ont baissé, plus les cash flows des fournisseurs des équipements et des semi-conducteurs ont explosé à la hausse. Et donc, alors, boursièrement, on a quand même depuis le début de l'année donc les hyperscalers qui baissent, parce que Max 7 en baisse. Les Max 7 sont en baisse, et les semi-conducteurs qui montent de 100, 200, 300%, STM c'est 100%, c'est 200%, pardon. Donc, et les semi-conducteurs, donc a priori, dont on rappelle quand même que c'est des secteurs cycliques, parce que j'ai l'impression que certains investisseurs oublient, Même si c'est un cycle un peu particulier, ça reste un cycle. Ça reste un cycle. Donc, pouvoir imaginer que les prix vont monter ad vitam aeternam, ça me paraît quand même très, très optimiste.
Et depuis 2 ans, tous les acteurs de semi-conducteurs, ils ont bénéficié évidemment d'un déséquilibre offre-demande qui s'est traduit par quoi? Qui s'est traduit par de la croissance de chiffre d'affaires gigantesque, mais surtout, j'allais dire presque surtout, de la croissance de marge extraordinaire. Donc évidemment, ils ont eu des croissances de bénéfices hallucinantes. La partie la partie croissance de bénéfices due aux marges, elle va quand même être beaucoup plus réduite parce qu'aujourd'hui, un Micron, par exemple, qui a 85% de marge brute, ils ne vont pas aller plus haut. Donc, vos marges sont mes profits, disait Jeff Bezos. Hein. Oui, quand il y a trop de marge quelque part, généralement, il y a quelques acteurs qui viennent s'en occuper. Quoi. Ouais, exactement. C'est ce qu'on apprend à l'école. C'est que normalement, les super profits n'existent pas. Et donc, à partir de là, on parlait de diversification au début. C'est le sujet. Est-ce que le rendement risque commence pas à être un peu défavorable sur ces titres-là, sachant que le jour où ça va se retourner, ça va être très violent et qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas sortir. Parce que ça ira trop vite. Avec une structure de marché en plus, alors une ingénierie financière toujours sans limite, hein, c'est aussi la beauté de ces marchés. Mais on a construit des produits leveragés pour les particuliers sur ce thème de l'IA. Et c'est bien normal, sauf qu'évidemment, ces produits-là peuvent aussi modifier la structure de marché et amplifier au minimum les mouvements à la hausse, ce qu'on observe jusqu'à présent, et peut-être demain à la baisse. Mais cette partie flux, elle est difficile à quantifier. Maintenant, ce qu'on voit quand même dans le marché, c'est qu'il y a de la rotation. On se pose la question, alors elle est assez récente, mais il y a clairement de la rotation. Donc on voit des secteurs un peu plus traditionnels qui commencent à monter. On voit à nouveau l'Europe surperformer, et je pense que ça, c'est quand même un signe assez clair que les investisseurs cherchent des indices. Quand je rends compte, c'est que vraiment, on va chercher d'autres idées, c'est ça, Damien. Mais depuis le 15 mai, l'Eurostoxx surperforme de 6%. Nadège, effectivement, une autre manière de mesurer les choses, c'est regarder les indices équipondérés. Le S&P 500, je crois, équipondéré, surperforme depuis 1 mois ou 2. C'est-à-dire qu'un indice qui permet de gommer justement le poids des capitalisations boursières fait mieux que le S&P 500 sur les 2 derniers mois peut-être, Nadège. Oui, c'est vrai. Après, il y a d'autres indices qui ont fait encore mieux. Et c'est toute, je trouve, la complexité de ce qu'on vit actuellement. C'est que, en fait, depuis la grande crise financière, on va dire jusqu'au Covid, c'était assez simple. Il suffisait d'être investi sur le MSCI World. Et finalement, on a une concentration qui s'est effectuée sur cet indice et on était exposé aux bonnes valeurs et on faisait une bonne performance. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, effectivement, le S&P n'est pas l'indice qui performe le mieux. Le MSCI World n'est pas non plus l'indice qui performe le mieux. Et donc, il faut aller chercher la croissance, il faut aller chercher toutes les thématiques liées à l'IA. Il faut quand même encore aller les chercher, mais peut-être de manière assez diversifiée. Donc, on va acheter des États-Unis, mais pas forcément les hyperscalers. On va aller chercher les semi-conducteurs qui ont très bien fonctionné, à savoir s'il faut rester dessus ou devenir un peu plus prudent. En tout cas, la croissance, je pense, la hausse depuis le début de l'année est de 100%. Pour le Stoxx, oui, 100%, quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Donc, ça fait beaucoup mieux. C'est là où il fallait être. Exactement. Après, on peut aller chercher des indices émergents. L'indice émergent global a très, très bien performé. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une concentration qui s'est faite en Corée, à Taïwan. Mais le Japon également a bénéficié de cette thématique IA, au-delà de tout ce qui peut se passer au niveau économique, qui était un peu plus constructif. Donc, voilà. Donc, la diversification régionale, elle s'est effectuée naturellement. Les thématiques IA, c'est effectivement les semi-conducteurs, mais pas que. C'est tout ce qui est lié au data center, à l'électrification, les matières premières. Donc, il y a énormément de thèmes connexes. Donc, on va aller chercher des industriels. Enfin, voilà. Donc, mais tout ça reste corrélé. Mais tout ça reste corrélé. Et c'est justement le sujet. Exactement. Est-ce que c'est une vraie diversification ? Est-ce que c'est un élargissement du thème de l'IA ? Certes. Mais est-ce que ça apporte une vraie décorrélation ? Non. Non. Et c'est exactement le sujet aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a eu une accélération au 2e trimestre de toute cette corrélation et des performances liées à l'IA, même de manière diversifiée finalement géographiquement. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'avec, on va dire, l'espoir que le détroit reste ouvert, on voit quand même les prix du pétrole ont très vite baissé.
on peut retrouver un peu de croissance cyclique qu'on avait abandonnée. C'est-à-dire qu'on a complètement focalisé sur cette thématique IA parce que c'était la seule croissance qui ne dépendait pas du détroit d'Ormuz. Ça ne dépendait pas des taux, ça ne dépendait pas de la géopolitique. Alors, ça dépend des taux. Ça dépend quand même des taux. En fait, voilà. C'est un autre sujet. Ouais. Ça dépend quand même des taux. Mais c'est vrai que là, on peut élargir quand même un peu les sources de croissance possibles. Ouais. Alors, on n'a pas oublié en Europe. L'Europe, c'est quand même compliqué d'être très très constructif sur l'Europe, mais c'est vrai que l'indice n'a pas trop mal performé. Les financières se tiennent très bien en Europe. Voilà. Après, il y a des sociétés également liées à l'IA qui se sont bien tenues en Europe. Et puis, il y a toute cette thématique autour des dépenses de défense, d'infrastructures. L'Allemagne, on avait complètement mis de côté parce que les prix de l'énergie, la hausse des prix de l'énergie, c'est un désastre pour l'Europe. Mais on va pouvoir revenir quand même peut-être sur ces thématiques un peu plus allemandes. Après, il faut que l'Allemagne, par exemple, arrive à délivrer derrière. Ouais. Mais voilà, on peut avoir un élargissement des thématiques de croissance et donc une diversification un peu plus large possible. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça se fait en bon ordre, si je puis dire, Nadège. Le fait que certains investisseurs vont avoir intérêt ou envie d'aller chercher d'autres sources de performance en dehors du thème de l'IA, ça ne veut pas dire que le thème de l'IA s'effondre en bourse, j'entends. Non, ça ne veut pas dire qu'il s'effondre en bourse. Après, il y a cette logique de flux qu'on a commencé à commenter et qui produit quand même une certaine volatilité. Et ça, on en tient compte. C'est un risque qu'on doit mesurer et contrôler en portefeuille. Mais il y a suffisamment de cash encore à investir. Je crois que c'était estimé pour le retail américain à 2,5 trillions. Trilliards, en anglais, trillion, voilà. Et pour les institutionnels, 6 trillions. Voilà, il y a énormément de cash encore à investir. Donc, ce n'est pas le sujet de retirer à l'IA pour aller investir ailleurs. C'est, je pense, l'idée plutôt d'une diversification et d'être peut-être un peu moins excessif et monomaniaque sur certaines thématiques. Comment est-ce que tout ça se retrouve dans les marchés de crédit qui sont votre univers spécifique, Édouard? Quand je dis tout ça, c'est l'IA, bien sûr. C'est ce qu'on a commencé à dire, mais déjà depuis plusieurs mois maintenant, on a vu des appels au marché, des appels en actions, bien sûr, et puis des appels en dette également qui se multiplient désormais et qui vont sans doute être amenés à se poursuivre, j'imagine, au moins pendant quelques temps. Ah oui, de toute façon, on sait que les investissements côté IA vont être financés maintenant par de la dette. La partie action est déjà passée. On commence à le voir déjà sérieusement. Donc on a d'abord renforcé les fonds propres pour ensuite pouvoir ajouter de la dette, empiler de la dette. Exactement. Là, on passe au niveau dette. Pour l'instant, ça reste relativement raisonnable, on va dire. Donc, on en voit un certain nombre dans le marché, mais c'est pas non plus un déluge. Ça risque de s'accentuer de manière assez importante. On risque de voir le secteur de la technologie qui est encore relativement petit dans les indices. Vous prenez un indice investment grade, c'est 2%. Un indice à yield, c'est 4%. Le secteur de la technologie, juste si on se réfère à la nomenclature de l'indice. C'est ça. Parce que dans la tête, c'est ce que vous nous racontiez avant l'émission, c'est ça. Il y a une partie qui est comptabilisée dans la catégorie de telco, c'est ça aussi. Ça. Quand on regarde aujourd'hui, on a eu beaucoup, notamment sur la partie beaucoup de financement de data center, et en fait, ils sont catégorisés dans la partie des télécommunications. Et tout le financement qui se fait en plus dans le privé, exactement. En plus. Donc du coup, en fait, notre secteur tech est relativement petit quand on regarde l'indice, mais finalement, on est exposé dans nos investissements à bien plus que seulement ce que l'indice veut bien nous dire. En tout cas, je parle de ça quand on investit dans des ETF, et c'est pour ça que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour revenir à ce phénomène de diversification, on prône vraiment la gestion active parce que ça permet d'être beaucoup plus sélectif sur les émetteurs pour nous dans le crédit, et du coup, de pouvoir éviter de se concentrer de manière trop importante sur un secteur qui... par la nomenclature des indices ou par le biais d'un certain revenu qui viendrait de l'IA, ne serait pas catégorisé dans un certain secteur, et du coup, pour le commun des mortels, ne serait que très peu exposé à la tech. C'est ce que je rappelle à chaque fois quand on parle de gestion active. Il y a une grande différence quand même entre la manière dont les indices actions sont structurés et la manière dont les indices crédits sont structurés. Et c'est sans doute plus facile pour un gérant actif crédit de sortir de l'indice, comme on dit, Édouard.
Oui. Alors, on a la flexibilité pour pouvoir sortir de l'indice et on a aussi la flexibilité au sein de l'indice, au sein d'un même secteur. Enfin, je pense notamment au secteur des services, par exemple. On a des sociétés, je pense notamment à une société qui est une société qui place des cols blancs dans les entreprises. En intérim, c'est une société qui a beaucoup souffert des risques liés à l'IA, en pensant que toutes les personnes qualifiées, on sera plus là. Et du coup, c'est une société qui a beaucoup souffert. À l'inverse, des sociétés qui sont des chaînes de restaurants, typiquement, elles n'ont pas vraiment souffert de la thématique IA, voire même ça peut être une source d'efficience opérationnelle dans les commandes, etc. Et donc oui, c'est décorrélé, in fine. C'est décorrélé. Et donc du coup, en fait, plutôt qu'une rotation sectorielle, plutôt qu'une sélection sectorielle, c'est plutôt la sélection du crédit, de l'émetteur, nom par nom, qui est extrêmement importante et qui permet d'assurer une bonne diversification. Et c'est ça qu'il faut aller regarder plutôt que les jolis graphiques avec les barres par secteur. Je reviens sur la dette IA. Là, on a déjà une première vue de la manière. Alors, l'appétit pour cette dette, j'imagine qu'il est toujours très présent. En termes de performance, on n'a pas encore un long historique de cotation pour ces obligations, mais en termes de performance, ça se tient. Ça se tient plutôt bien à quelques exceptions près. Typiquement, SpaceX, ces derniers jours, c'était un petit peu plus difficile, mais sinon, ça se tient plutôt bien. Mais globalement, il y a une telle demande de papier sur la partie crédit parce qu'il y a beaucoup d'investissements. Les rendements restent attractifs. Donc même si la performance se fait quasiment que par la partie portage, parce que rendement, c'est ça. Les spreads sont relativement serrés. Quand on regarde sur le premier semestre, les spreads sont exactement au 30 juin au même niveau que ce qu'ils étaient au 31 décembre de l'année dernière. Sur la partie IG, sur la partie yield, c'est le cas. Donc en fait, rien ne s'était passé. Comme si rien ne s'était passé. Donc on n'a pas fait la performance du marché via les spreads. On l'a pas fait via les taux, évidemment, parce qu'on a vu la réaction qu'il y a eu pendant la guerre en Iran et les taux qui sont toujours supérieurs à ceux de fin d'année dernière. En revanche, le portage est là. Pourquoi ? Parce que les rendements sont attractifs et donc du coup, juste le fait de détenir les obligations et de les porter dans le temps, ça permet de faire de la performance. Et c'est ça la clé. Si les rendements sont attractifs, c'est que les taux de référence restent élevés aussi. On pourra en dire un mot, Édouard. Mais je reste encore un peu sur l'IA. Qu'est-ce qui peut faire dérailler le narratif ? Qu'est-ce qu'on surveille comme marqueur quand on est engagé dans ce thème-là ? Évidemment, et il faut l'être, bien sûr, mais qu'on a vécu aussi d'autres épisodes de marché. Vous parliez du cycle des semi-conducteurs. C'est que moi, quand j'ai commencé à suivre les marchés, c'était des cycles très très courts, c'était le boom-bust permanent pour ces boîtes-là. C'était une caractéristique du secteur. Quand on a vécu aussi, bien sûr, la bulle TMT, forcément, on est marqué par ces moments-là de marché, Damien. Qu'est-ce qu'on surveille ? Et c'est toujours un peu la même question. Est-ce qu'on est en décembre 96 quand Alan Greenspan nous dit que les marchés font preuve d'une exubérance irrationnelle, ou est-ce qu'on est au début, au milieu, à la fin de l'année 99, c'est-à-dire à quelques mois, quelques trimestres du pic de la bulle de mars 2000, quoi. Comment on fait pour se positionner par rapport à ça ? Honnêtement, c'est très difficile de prévoir à quel moment le marché va se calmer sur un sujet donné, en particulier sur les semi-conducteurs, sur un secteur très cyclique, parce que le marché va commencer à baisser avant qu'on ait les explications. Je ne vais même pas dire l'intuition, mais qu'on ait dans nos modèles un début de retournement ou d'accalmie de l'activité. Donc, j'allais dire, la seule façon d'éviter la chute, et on en revient, nous, on en revient toujours là, c'est qu'il y a un moment, d'abord, le critère de valo, on en pense qu'on veut, on peut toujours dire que le marché, c'est que du momentum, mais je reste persuadé, et pour l'instant, ça marche quand même pas mal, qu'à un moment ou à un autre, le critère de la valo, il fonctionne. Donc, ce genre de façon de fonctionner peut engendrer parfois des périodes de sous-performance, on est bien d'accord, mais pour éviter ça, je pense qu'il y a une façon de faire qui est de construire des portefeuilles avec plusieurs thématiques dedans, c'est-à-dire une thématique momentum, une thématique plutôt value, valo, une thématique situation spéciale, et de toute façon, j'allais dire, le retournement du semi-conducteur, je ne peux pas vous répondre, en fait, parce que je ne la verrais pas arriver, personnellement. Mais si on regarde le scénario macro, par exemple, qui est quand même aussi une donnée importante dans la construction d'un portefeuille ou dans le choix de valeur, là, tout à l'heure, vous disiez, et c'est absolument vrai, après le déclenchement de la crise au Moyen-Orient, il y a eu une très grosse surperf des États-Unis. Pourquoi ? Parce que, les États-Unis, c'est valeur refuge. Et deux, parce que tout le monde a été sur les titres dont ils estimaient qu'il n'y avait pas de risque
cyclique, sachant qu'on commençait à imaginer que la récession pouvait survenir aussi bien en Europe qu'aux États-Unis si le pétrole restait à $120. Donc ça c'est plus de la macro. Et la macro aujourd'hui, comme le disait Nadège, elle nous donne quand même un petit peu envie de se dire qu'on a touché un point bas en matière de cyclicité et de prévision ou de pessimisme par rapport je pense que les révisions à la baisse, par exemple, sur la croissance de la zone euro, elles sont derrière nous, exactement. Maintenant, là, un autre sujet où les avis sont sûrement pas complètement consensuels, c'est que moi, je reste convaincu que la BCE montera plus ses taux et qu'elle les baissera très rapidement parce que la croissance est faible et puis parce que l'inflation est faible aussi. Je sais pas, honnêtement, je vois pas où est-ce qu'ils voient leur risque inflationniste, mais je pense que l'inflation va recommencer à baisser. Et si jamais on se trompe pas et que les taux commencent à baisser, ça sera potentiellement quand même un élément favorable à la croissance économique européenne. Et dans ces cas-là, pour diversifier votre exposition semi-conducteur, vous achetez de la conso, vous achetez de l'industriel, vous achetez de la cimentière qui n'est pas exposée à intelligence artificielle, et vous avez comme ça dans votre portefeuille, quand même malgré tout, je suis d'accord, un solde, il y a quand même encore de l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut arrêter d'avoir de l'intelligence artificielle. Exactement, mais d'autres thématiques qui aujourd'hui ne sont pas juste des thématiques par défaut, c'est des thématiques qui correspondent à un scénario économique et qui sont crédibles. Je n'ai pas besoin d'aller me diversifier sur de l'or ou des bitcoins dont je ne connais pas la valeur. Sur alors les politiques monétaires et notamment les mouvements autour d'Ormuz, Nadège, chez Candriam, est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui ont pu être surpris par la vitesse à laquelle les cours du pétrole ont normalisé la situation avant même qu'elle ne soit réellement normalisée, Le trafic est loin d'être revenu, bien sûr, à son rythme de croisière dans Ormuz, mais c'est une perspective peut-être solide aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça change ou non, d'ailleurs, pour les politiques monétaires au regard des discours qui se tenaient encore il y a à peine une quinzaine de jours maintenant? Alors oui, c'est effectivement c'est le deuxième gros déterminant de marché, avec les résultats qui vont être délivrés ou pas d'ailleurs par les sociétés liées à l'intelligence artificielle. Ça reprend dans 10 jours là, voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. Et donc sur la baisse du prix du pétrole, donc Hormuz, je crois, on est revenu à peu près à 60% des flux d'avant avant conflit. Donc voilà, ça réouvre concrètement. Après, il y a eu plutôt une bonne surprise, je crois, cette semaine, c'est l'analyse de l'évolution des stocks qui a été faite. Alors, il y a deux choses. D'abord, la destruction de demande, elle a été bien supérieure à ce qu'on attendait. Voilà. Et notamment en Asie. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé, la baisse de demande qui a répondu à cette crise pétrolière. La deuxième chose, c'est qu'on a assez peu tiré sur les stocks commerciaux, mais plus sur les stocks stratégiques. Et ça, c'est très important pour la formation des prix. Et donc, à la fin, on peut comprendre pourquoi, finalement, le prix du pétrole, c'est rapidement... voilà. Déjà, on comprend mieux pourquoi on n'est pas allé à 150. On n'est pas allé à 150 et il n'y a pas eu de pénurie vraiment physique ou de réaction excessive du prix, même à très court terme. Et ensuite, pourquoi ça peut se dégonfler aussi vite, surtout quand on regarde les anticipations pour le second semestre, qui sont d'une hausse de production du côté de l'Iran, du Venezuela, des États-Unis, du Canada, etc. Qui arrivent sur le marché. Voilà. Donc, en gros, on est en excédent de pétrole. On était déjà en excédent, en fait, avant. On sera d'autant plus en fin d'année. On sera d'autant plus en fin d'année. Après, on peut aussi avoir une surprise sur la production de pétrole. Si le prix est plus bas, on aura également peut-être un peu moins de production, un peu moins d'incitation à produire pour certains pays. Et puis, il faudra reconstituer comme les stocks. Il faudra reconstituer les stocks stratégiques, mais voilà, ça peut s'étaler également dans le temps. Donc, je dirais que si les choses restent en l'état, le prix du pétrole n'est plus vraiment un sujet pour le marché, va permettre une désinflation, et on a vu, Pauline l'a commenté, l'inflation européenne a surpris à la baisse, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc nous, dans le scénario Candriam, pour le moment on a encore une hausse des taux attendue en septembre, pour la BCE d'ici la fin de l'année, et après un statu quo l'année prochaine, mais évidemment on adaptera nos scénarios si nécessaire, et ça va dépendre de la croissance européenne et également de cette désinflation. Aux États-Unis,
Alors, eh ben oui. Voilà, c'est ça. Et finalement, c'est ce que veut Kevin Warsh. Exactement, c'est ce qu'il veut. Il veut pas qu'on sache. Je pense qu'il a bien répété à Sintra. Il n'y a pas de forward guidance, comme on dit en anglais. Je vous donne la moindre indication sur la suite de la conduite de la politique monétaire. Et donc, quelque part, quand on regarde les anticipations de marché, voilà, il y a une hausse de taux attendue. On verra bien, je pense que ça va dépendre effectivement de cette inflation sous-jacente. Alors, il y a l'inflation liée aux matières premières, mais il y a également, on entend de plus en plus parler de l'inflation liée à l'IA. On est obligé d'en parler encore et encore et encore. Et là, peut-être pour revenir sur ce sujet, je dirais que là-dessus, on a peut-être un point de vue un peu plus modéré. Quand on regarde également les nouvelles de la semaine dernière, il y a quelque chose qui est passé peut-être un peu trop inaperçu, c'est le fait qu'en Chine, on a une société Z&AI, voilà, qui a un nouveau modèle qui est tout à fait comparable en termes de performance à Anthropic et OpenAI. Pourquoi 10 fois moins cher ? 4 fois moins cher. Voilà. En fait, quand la Chine entre sur un marché, elle casse les prix. Donc, on va arriver dans cette phase de concurrence. Et là, on peut interpréter les choses de deux façons. Soit on se dit c'est négatif parce qu'on ne va pas réussir à rentabiliser les investissements. Soit, et c'est le paradoxe de Jevon. Alors là, je pourrais pas vous aider. Et c'est de se dire, je passe mon tour là. Mais en fait, personne ne sait. C'est de se dire, finalement, comme les prix baissent, ça va permettre une adoption plus rapide par un plus grand nombre d'acteurs. Et quelque part, l'effet volume compense peut-être ces prix moindres. On a bien l'impression qu'il y a deux empires qui s'affrontent, les États-Unis et la Chine, et que sur l'IA, il y a deux stratégies assez différentes qui sont en train de se mettre en place. On parle de modèles qu'il va falloir rentabiliser avec des prix de sortie sans doute qui seront très élevés aux États-Unis, quand la Chine a fait un choix stratégique peut-être différent. La Chine a fait un oui. Et après, les États-Unis vont devoir. Enfin, de toute façon, ce qui me choque un petit peu, c'est qu'à la fin, on ne parle pas du tout des clients. C'est-à-dire que là, on ne vient de parler que de ceux qui produisent et de tout ce qui est lié, de tout cet écosystème. On ne parle pas des clients. Est-ce que les clients, quelle est la rapidité d'adoption des clients ? Est-ce que les clients ont les moyens d'investir dans l'IA, etc. Voilà. On voit qu'aujourd'hui, c'est plutôt le coût du token qui n'est déjà pas le vrai prix. Nous disent tous les producteurs de modèles d'IA. Ce que vous payez aujourd'hui, c'est pas du tout le vrai prix. Mais déjà, rien que ça est une limite où vient brider l'utilisation de l'IA dans les entreprises. Une boîte comme Uber a dit, écoutez, à mi-parcours de 2026, on a déjà cramé tout le budget de l'année. Donc on adore l'IA, mais là, on va quand même se calmer un petit peu, quoi. Et donc, je pense que vous avez plus ou moins la réponse à votre question. Il n'y a pas vraiment deux modèles qui s'affrontent. Il va y avoir un principe de réalité qui va s'imposer. Et donc ça va être la guerre des prix. Et on est déjà, je pense, un peu dedans. Et puis, derrière, si c'est compensé par des effets volume et une adoption beaucoup plus rapide, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bien sûr. On parlait des taux, des politiques monétaires, effectivement. Alors, sur le crédit, comme sur les autres classes d'actifs risqués, c'est revenu très très vite. Les spreads, les primes de risque se sont très vite resserrées après la crise d'Ormuz. C'est moins vrai pour les taux souverains. Alors, on a eu des mouvements de courbe assez intéressants, un gros aplatissement quand même des mouvements de courbe de taux, mais avec des parties longues, des rendements sur les parties longues qui restent élevés. Ça reste très collant à ce stade, Édouard. Oui, tout à fait. Sur la partie longue de la courbe, ça reste élevé, mais même sur la partie courte, j'ai envie de dire, parce que finalement, on a eu ce fameux aplatissement dont vous parliez. Quand on regarde le swap STR 1 an, il a augmenté de près de 70 points de base au moment de la crise, au moment du déclenchement de la guerre en Iran. C'est énorme. C'est énorme. Ça crée une volatilité qui est quand même assez importante. Aujourd'hui, il est revenu. Enfin, on était à 1,89 avant la crise, 1,89%. Aujourd'hui, on est à 2,39 au moment où on se parle. Donc, il est quand même revenu en partie, mais pas complètement. Alors, quand on regarde les spreads de crédit, c'est ce qu'on a dit. Les spreads de crédit ont fonctionné. On fait marcher la fonction d'anticipation du marché à plein régime, j'ai envie de dire. Ils sont complètement revenus en prévoyant que il n'y a pas de risque sur les fondamentaux des entreprises qui sont globalement bons, il n'y a pas de risque sur les taux de défaut, la croissance, elle est relativement faible, mais elle est positive, et du coup, c'est plutôt une bonne situation pour le crédit. Le crédit, il aime bien quand il n'y a pas une trop grosse croissance, quand la croissance est faible mais positive, c'est parfait pour ce marché-là. Et donc, on a vraiment deux marchés un peu différents, et c'est là où c'est intéressant de regarder les politiques des banques centrales, parce que la BCE, dans ses anticipations d'inflation, dans ses calculs d'anticipation d'inflation, a pris un prix du pétrole pour l'année 2026 à $120 le baril et pour l'année 2027 à 90 ou 95 $ le baril. Donc si on reste à 70%,
à $70, pardon, évidemment, l'inflation va être bien inférieure à leurs anticipations. Et donc, la hausse de taux et demi, ou un quart, ça dépend des moments où on regarde, anticipé par le marché, elle risque de s'abaisser. Et nous, c'est vrai que chez Swiss Life Asset Managers, on est toujours sur une phase où on pense qu'il y aura une hausse de taux d'ici la fin de l'année. Ah oui, encore. Même après la baisse du cours du pétrole, Candriam, Swiss Life AM, vous n'avez pas effacé pour cette... l'instant, on l'a pas effacé. Moi, personnellement, je pense que la probabilité est de plus en plus faible que la Banque centrale. La charge de la preuve, c'est quand même un peu renversé. Il va falloir démontrer que cette hausse de taux en septembre, elle sera encore utile quand on en parlera en septembre. Exactement. Et nous, dans nos prévisions pour 2027, on pense que l'inflation va être en dessous des 2%. Et donc, on s'attend à ce que la BCE baisse ses taux dès 2027. Donc, effectivement, ça sera peut-être un soutien ça sera probablement même un soutien. Donc là, il y a des points d'entrée, quand même, vous dites, sur des parties de courbe obligataires. Il y a des choses intéressantes. Oui, il y a des points d'entrée. Oui, surtout si on n'envisage pas de nouvelles hausses de taux de la part de la BCE et des baisses de taux dès 2027. Honnêtement, la partie courte de la courbe est toujours très intéressante. Et encore une fois, les rendements totaux, les rendements globaux sont attractifs. Donc, dans une notion de portage, mais pas dans un objectif tactique, c'est-à-dire pas pour 3 mois, 4 mois, 6 mois, mais plutôt dans une notion de portage sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Il est vraiment intéressant de rentrer dans le crédit aujourd'hui parce qu'on arrive à récupérer des rendements qui sont attractifs. Ouais. Le crédit, ça reste pour des clients privés, ça reste un socle important dans les portefeuilles. Aujourd'hui, ça stabilise un portefeuille quand même. Alors là, de ces dernières années, il y avait quand même beaucoup de corrélations. Oui, je ne sais pas qu'il va donc ça stabilise, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai moteur de performance aujourd'hui. Ouais. Depuis 4 ans. Puis l'année 2022, 23, 24 ont été des années exceptionnelles sur le crédit, 25 dans la lignée, et 26, trouve un rythme de croisière quand même positif. 25 et 26, comme vous le disiez, c'est du portage. Ouais, c'est ça, voilà. Et j'allais dire, moi personnellement, j'attends plus. C'est-à-dire à partir du moment où le scénario, c'est justement une inflation qui serait plus basse qu'anticipée, et potentiellement, donc non seulement pas des hausses de taux de la BCE, mais des baisses l'année prochaine, parce que la croissance est quand même assez faiblarde. Dans ces cas-là, c'est bien d'avoir du taux. Donc, jusqu'à présent, on n'avait pratiquement que du crédit. Ouais. Et là, cette semaine, pour être clair, on achète du taux, du Govies, ce qui nous est arrivé qu'une fois sur les 10 dernières années. Et une fois, et encore, c'était il y a 2 ans et demi, donc c'était assez récemment. Mais là, on rachète du Govies. Parce que la BCE a monté ses taux, par exemple. Est-ce que ça fait partie des arguments de se dire la BCE monte ses taux, si c'est une erreur, j'aimerais bien être positionné, avoir un peu plus de duration. Exactement. Alors, sans prendre trop de duration, parce que là, on rentre dans un risque crédit qu'on n'a pas envie de prendre. Parce que les taux longs sur les gouvernements, ils font que de monter, de toute façon, parce qu'évidemment, ils émettent tellement de dettes que ça monte. Mais en revanche, on est en train d'acheter du 3-5 ans. C'est un espèce d'intermédiaire donc pour avoir un petit peu de duration et puis le ventre de la courbe. Exactement. Et on se dit, si jamais la BCE baisse ses taux, là on aura le portage et là en plus on aura de la plus-value générée par la baisse de taux d'intérêt. Ouais. Donc la partie taux est une grosse partie une partie importante de la performance des portefeuilles depuis le crack de 2022 en fait. On va parler de l'héritage Greenspan là, dans quelques minutes. Nadège, comment vous recevez alors, ce qui va être sans doute le fil rouge des discours de Kevin Warsh. Il le répète à Sintra. N'attendez pas de moi que je sois pessimiste ou négatif vis-à-vis de l'IA. Je ne fais pas partie de ce camp-là. Il le redit. Je pense que l'économie américaine sera l'économie qui profitera le plus du boom de l'IA. Et il est persuadé que ça va être un moteur de croissance non inflationniste pour l'économie américaine. Il le dit encore en portant son opinion personnelle, mais on sent que c'est quand même un discours qu'il va vouloir diffuser, j'ai envie de dire, au sein de son FOMC, au sein de l'état d'esprit de la Réserve fédérale américaine. C'est un pari risqué à ce stade où il y a un vrai chemin qui conduit à ce genre de scénario. Et le parallèle avec Greenspan est un peu marquant, parce que c'était aussi la grande idée de Greenspan qu'il y aurait ce choc de productivité à un moment qui permettrait de baisser les taux. D'ailleurs, il baisse les taux, alors il y a eu la crise 98, mais il baisse les taux quand même avant le pic de la bulle 98, je crois qu'il baisse les taux aux États-Unis. Oui.
Alors, c'est vrai que c'est une idée qu'il avait exprimée avant d'être nommé, donc ça fait vraiment partie de... Voilà. C'est son territoire. Voilà, c'est son territoire, c'est ce qu'il avait déjà développé avant. En même temps, il est fidèle à ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas forcément entrevoir de chemin à court terme, puisqu'il a dit effectivement ça va avoir cet effet désinflationniste et très positif sur la croissance américaine, mais à court terme, il ne s'engage pas en fait sur le timing. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et on sait bien qu'à court terme, on a plutôt quand même des effets inflationnistes de l'IA, on l'a commenté rapidement. On a cette désinflation qui va venir avec la baisse des prix du pétrole. Et puis, on a une économie américaine qui tourne toujours quand même bien, avec un emploi où on a des signaux mixtes, mais qui étaient plutôt très résilients. C'est pas encore le tsunami. Hein. Non. Tous le reconnaissent. L'IA, pour l'instant, non, il n'y a pas assez peu d'impact sur le marché du travail. Je pense que c'est vraiment une question de temporalité, quelque part. Mais l'idée qu'il développe, oui, je pense qu'on la comprend assez bien. Après, il est novateur, il crée des groupes de travail, il y a plus cette forward guidance, donc on entre un petit peu en territoire inconnu. Alors, ça peut avoir plusieurs impacts. Il y a quand même un impact, c'est quelque part, on se dit que ça va augmenter la volatilité sur les taux, puisqu'on va être surpris, alors qu'avant, on essayait quand même d'anticiper un peu plus. Ça peut augmenter la prime de terme, parce qu'on peut également avoir un risque perçu, en fait, par rapport à cette absence de communication, et donc pousser à la hausse les taux longs. Je ne pense pas que ce soit l'effet voulu, in fine, parce qu'il faut financer également tous ces projets, tous ces investissements, il faut les financer. Donc il y aura, vous dites, une juste mesure entre ne plus communiquer, revenir à l'ère Greenspan, ou les précédentes, où il n'y avait même pas de conférence de presse, on annonçait les taux comme ça, voilà, une fois tous les mois ou tous les 2 mois, et la surcommunication qu'on a pu avoir peut-être au cours des dernières années. Il y aura un réglage quand même à trouver. Probablement qu'il y aura un réglage, et in fine, je pense qu'à la fin, il y aura un réglage, et les anticipations de marché, elles sont quand même relativement raisonnables, on va dire, pour le moment. Ce qui me manque visiblement, parce que moi, j'entends l'argument qu'il y a peut-être aussi une meilleure efficience des marchés à les laisser justement réagir directement aux données plutôt que de passer par la case Fed. Qu'est-ce que la Fed va penser du chiffre de l'emploi? Et partant de là, je construis mon anticipation. Peut-être que c'est un chemin plus direct, effectivement, de se référer directement aux données. Ce qu'on n'a pas encore bien compris, c'est quelles données il va vouloir regarder, lui, en tant que président de la Réserve fédérale américaine. Et qu'est-ce qui va déclencher une décision? Et il peut également décider de regarder des nouvelles données, en disant que les données traditionnelles ne donnent pas le bon message. Donc voilà, il y a énormément d'inconnus. Mais in fine, voilà, si on réfléchit par rapport à nos portefeuilles, le risque, entre guillemets, c'est d'avoir plus de surprises, donc plus de chocs peut-être sur la partie taux, et plus de corrélation entre actions et obligations. Moi, c'est à la fin ce qui m'intéresse aussi, puisque si on a des surprises sur la partie obligataire, la partie action, elle ne va pas rester... elle réagira forcément aussi. Donc voilà. Bon. Mais honnêtement... Tout ça reste à définir. Oui, il y a des groupes de travail. Et il y a des groupes de travail. Il l'a bien répété aujourd'hui. Alors, la première étape, ça va être de nommer des responsables pour chacun de ces groupes de travail. Il l'a dit tout à l'heure qu'il annoncerait sans doute les responsables dans les prochaines semaines, ce qui peut laisser entendre d'ailleurs que ces responsables seront pas forcément issus en interne de la Réserve fédérale américaine. Ce seront peut-être des académiques, d'anciens patrons de la Fed ou gouverneurs qui pourront être à la tâche sur ces groupes de travail qui vont rendre leurs conclusions dans les prochains mois. Merci à vous trois, on s'arrêtera là pour ce soir. On va parler d'Alan Greenspan encore dans un instant, enfin de Kevin Warsh qui lui-même se réfère aussi sans doute à une période révolue, mais qui s'ouvre peut-être à nouveau la période des années 90. On en parle dans un instant. Merci à vous trois, Nadège Dufossé de Candriam, Édouard Faure de Swiss Life AM et Damien Charlet de Mandarin Gestion.